Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. On va pouvoir commencer notre webinaire de ce soir. Au nom de Jordi Solé et moi-même, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire sur l'influence de la Chine au Maghreb. Je vous rappelle à tous et à toutes que l'interprétation français-anglais est disponible. Il faut pour cela cliquer sur interprétation et choisir le bon canal. French-English interpretation is available. You have to click on interpretation and choose your language. Vous avez aussi un bouton pour poser vos questions auxquelles les speakers pourront répondre. Vous pouvez les poser en français ou en anglais, comme vous préférez. Alors, quelques mots rapides d'introduction. Jordi Solé et moi-même sommes tous deux des eurodéputés du groupe des Verts ALE. Jordi est catalan et moi je suis française. Jordi était déjà au Parlement européen lors du mandat précédent, alors que pour moi, il s'agit de mon premier mandat d'eurodéputé. Nous sommes tous les deux très actifs au sein de la commission parlementaire Affaires étrangères, de la sous-commission droits humains. Et pour ma part, human rights. And as far as I'm concerned, I took advantage of the sécurité défense. Jordi Solé et moi-même travaillons beaucoup à la fois sur la Chine et sur le Maghreb, la Méditerranée de manière générale. C'est pourquoi je lui ai un jour proposé que nous organisions un webinaire à la croisée de ces deux thèmes. Car si on entend de plus en plus parler de l'influence de la Chine en Afrique, au niveau économique, industriel, financier, militaire, mais aussi dans le cadre de l'ONU, il est beaucoup plus rare d'avoir un véritable focus sur l'Afrique du Nord ou le Maghreb comme nous l'avons aujourd'hui. Au vu du grand succès lors des inscriptions au webinaire, on a eu plus de 500 inscriptions, du moins c'est le maximum permis par Zoom. Et là, on est bientôt à 200 personnes connectées en ligne. Je pense qu'il était en effet très utile d'organiser un webinaire sur ce thème précis. Je crois qu'on ne s'est pas trompé. Ce webinaire s'inscrit dans un cadre plus global d'action que j'ai lancé avec mes collègues du Parlement pour informer et permettre des réflexions sur la Chine, mais aussi faire des liens entre différentes thématiques ou régions. L'année dernière, j'ai ainsi organisé un webinaire avec notre collègue eurodéputé et président de la délégation en Chine du Parlement européen, le fameux et très connu Reinhard Bütikofer. Et notre thème était à l'époque le nationalisme Han et les minorités ethniques en Chine. Une des conclusions de cette soirée avait notamment été que si les comparaisons étaient toujours délicates entre les différentes ethnies en Chine, du fait de leur singularité culturelle et historique, ainsi que de la complexité de leurs relations avec le Parti communiste chinois, nos expertes et experts nous encourageaient toutefois à ne pas hésiter à faire les liens entre ces situations différentes. Les situations à Taïwan, au Tibet, à Hong Kong, au Xinjiang ne sont pas du tout les mêmes, mais les mettre en résonance, amener des réflexions qui font du lien entre elles, elle ne peut qu'enrichir notre compréhension globale des enjeux autour de la Chine contemporaine. Comme aujourd'hui, vous aviez d'ailleurs aussi été très nombreuses et nombreux à vous inscrire et à vous connecter ce jour-là, et je vous en remercie si certains sont là aussi ce soir. Alors, en parlant de Reinhard Bütikofer, malheureusement, je dois l'excuser aujourd'hui, car il devait tenir un propos introductif, mais la réunion des coordinateurs a été déplacée et a lieu en ce moment même. Donc, il a finalement dû annuler sa participation au webinaire d'aujourd'hui et nous en sommes navrés. Alors, voici comment nous avons organisé notre webinaire. En première partie, nos trois speakers sont libres de parler chacune 10 minutes et de nous donner leur point de vue sur le sujet de manière totalement libre. Puis en seconde partie, Jordi Solé, mon collègue, et moi allons leur poser quelques questions. Enfin, en troisième et dernière partie, ce sera le tour des questions du public. C'est pour ça que je vous réinvite à utiliser ce bouton qui vous permet de poser des questions en anglais ou en français. Tout à la fin, on essaiera de garder 5 minutes de conclusion qui sera faite par Jordi Solé. Et puis à 19h30, il sera temps de se dire au revoir pour d'autres préoccupations. Alors, je vais commencer par quelques mots de présentation de nos trois speakers avant de leur donner la parole. Alors, Camille Lons est chercheur associé à l'ISS, International Institute for Strategic Studies, basée au bureau du Moyen-Orient au Bahreïn. Elle couvre les développements politiques et sécuritaires dans la région du Golfe.
avec un accent particulier sur les puissances asiatiques et l'Afrique. Monsieur Roger Albignana est directeur du département politique régionale méditerranéenne et développement humain à l'Institut européen de la Méditerranée, IEMED. Il est également professeur associé à la faculté d'économie de l'Université de Barcelone, où il enseigne la politique économique internationale. Et enfin, Madame Lina Benabdallah est actuellement professeure à la Wake Forest University en relations internationales et a un clair focus sur les relations Chine-Afrique. D'ailleurs, en 2020, elle a publié à ce sujet le livre Façonner l'avenir du pouvoir, production de connaissances et création de réseaux dans les relations Chine-Afrique. Voilà, une brève présentation que chacun pourra compléter s'il le souhaite, voilà, si vous pensez qu'il y a quelque chose d'important que je n'aurais pas dit. Et je vais commencer par donner la parole à Madame Camille Lance. Je vous en prie, vous avez 10 minutes pour nous parler de ce sujet. Bonjour, bonsoir. Merci en tout cas pour cette invitation et c'est vraiment un plaisir de participer à cette discussion. Je vais donc parler de la présence chinoise au Maghreb du point de vue économique pour ma part plutôt, comment elle a évolué ces dernières années et les défis que ça pose notamment pour les Européens. Donc c'est un acteur économique, la Chine, relativement récent dans la région du Maghreb. Pékin a eu des relations politiques avec l'Algérie dès les années 60-70, mais quand on regarde aux dernières décennies et sur le plan économique, la région du Maghreb est assez périphérique dans la politique étrangère de la Chine. Mais ce sont des relations qui se sont développées de manière assez rapide ces dernières années, notamment dans le contexte de la montée en puissance de l'économie chinoise avec le projet des routes de la soie qui a été lancé en 2013. Et pour Pékin, même si le Maghreb n'est pas une priorité, c'est une région qui a un certain potentiel parce qu'elle est la porte d'entrée vers des marchés aussi bien l'Europe que l'Afrique. Elle est située le long de la Méditerranée, qui est une route commerciale maritime importante pour la Chine et pour l'accès à l'Europe. Et voilà. Et donc, on a vu sur les dernières années une augmentation des investissements, du commerce avec la région, des projets d'infrastructure, notamment dans le cadre des routes de la soie, que ce soit le port de El Hamdania en Algérie, le East-West Highway aussi en Algérie, le complexe portuaire de Tanger, Tanger Tech City, etc. Des coopérations dans les infrastructures digitales aussi, avec la 5G, des projets de Smart and Safe Cities, que ce soit Tanger, Marrakech, Alger, avec des coopérations avec certains gouvernements, notamment le gouvernement algérien, sur des solutions de e-government, donc d'usage des technologies pour le gouvernement, ou de systèmes de vidéosurveillance intelligente. On a vu aussi pendant la période du Covid une coopération qui s'est accrue avec de l'envoi de matériel sanitaire, avec aussi une coopération sur la fabrication de certains vaccins, Sinopharm au Maroc, Sinovac en Algérie. Et donc des espoirs du côté des pays du Maghreb, qui vont croissant, de pouvoir attirer de nouvelles opportunités économiques et d'attirer des investissements de la part de la Chine. Mais aussi sur le plan politique, la possibilité aussi pour ces pays de renforcer leur pouvoir de négociation avec leurs partenaires européens en diversifiant leurs relations avec de nouveaux pays et notamment la Chine. Donc, tout ça pour dire que si pour la Chine, le Maghreb n'est pas nécessairement une priorité économique et géopolitique, du point de vue des pays du Maghreb, par contre, il y a une attente assez élevée de cette relation naissante avec la Chine qui, du coup, engendre une relation plutôt asymétrique. Et donc, du point de vue européen, suivre avec attention ce que la Chine fait dans son voisinage est important. C'est important pour les Européens pour plusieurs raisons.
Déjà parce que la Chine est donc un acteur économique de plus en plus présent dans cette région et donc tout simplement se pose de manière croissante en compétiteur des entreprises européennes sur certains segments du marché, donc notamment sur des projets d'infrastructure récemment comme la ligne de TGV entre Marrakech et Agadir ou sur la construction automobile. La Chine est aussi un acteur du développement de plus en plus important, c'est-à-dire que dans le cadre des routes de la soie, elle est une source de financement, principalement des prêts, pour le développement d'infrastructures et donc une source de financement potentiel pour le développement de certains pays et notamment les pays du Maghreb. Et la Chine n'étant pas un membre de l'OCDE ni un membre du Club de Paris, elle ne suit pas forcément les mêmes régulations ou les mêmes standards en termes de financement et d'aide au développement que les pays européens. Elle n'attache pas les mêmes conditionnalités, qu'elles soient économiques ou politiques, à ces financements-là. Et donc, il y a un questionnement sur la manière dont la Chine peut soit venir compléter l'aide au développement européenne, et dans ce cas être un partenaire constructif pour l'Europe dans la région Maghreb, ou dans une certaine mesure, venir concurrencer l'aide européenne et éroder un petit peu la marge de négociation de l'Europe sur des questions, que ce soit de gouvernance, que ce soit de droits de l'homme, que ce soit de respect des normes environnementales qui sont attachées à cette aide au développement. Donc, en soi, que la Chine contribue au développement des pays du Maghreb, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est si le modèle de développement chinois ne crée pas d'emplois sur place ou si ça génère un endettement qui, sur le long terme, va favoriser une instabilité économique, etc. Et dans ce cas-là, c'est l'Europe qui sera en première touchée par ces répercussions-là, que ce soit sur le plan de migration, que ce soit d'instabilité économique, politique, dans son voisinage proche, et ce sera l'Europe qui sera touchée en premier avant la Chine. Sur le plan idéologique aussi, et ça découle de ça, mais la Chine porte un modèle de développement non démocratique qui séduit certains pays de la région et qui vient s'opposer en contre-narratif par rapport au narratif de développement qui a longtemps été poussé par l'Europe dans son voisinage. Il n'y a pas le même passif historique non plus. Et quand je dis ça, entendez-moi bien, les pays européens et occidentaux ne sont pas irréprochables non plus sur la défense de la démocratie et des droits de l'homme dans la région MENA, mais voilà, la Chine a fait le choix délibéré de ne pas aborder cette question et de séparer strictement les dimensions économiques des dimensions politiques ou idéologiques. Et donc, c'est une approche qui se pose en contre-modèle un petit peu de l'approche des pays européens sur ce plan. Et donc, la question va être quel est notamment sur la question des routes de la soie, qui est un narratif très fort que la Chine a poussé dans la région. Quel est le contre-narratif que les Européens peuvent pousser face à ces routes de la soie, ou comment est-ce que les pays européens doivent adapter un petit peu par rapport à cette influence chinoise leur rhétorique et leur façon d'interagir avec les pays du Maghreb. Et donc, une conséquence de ça, c'est l'érosion potentielle de la marge de manœuvre ou des leviers politiques que l'Europe a envers certains pays du Maghreb, et ce que ça peut signifier pour la défense des intérêts européens auprès de ces pays. Donc, que ce soit sur la coopération sur les flux migratoires ou la lutte contre le terrorisme, ou même des négociations au sein d'institutions internationales. On sait que la Chine utilise ses leviers économiques et son influence pour obtenir le soutien de certains pays sur des questions telles que les Ouïghours, telles que la mer de Chine du Sud, Taïwan, ou même sur des normes internationales, par exemple, en termes de régulation d'Internet, par exemple. En 2012, la conférence des Nations Unies sur World Conference on International Telecommunications, qui régule Internet, des pays, par exemple, comme l'Algérie, ont soutenu avec la Chine une proposition qui donnait plus de contrôle au gouvernement, par exemple. Donc, ce sont des domaines sur lesquels les pays européens doivent rester vigilants. Et donc, quelle réponse apporter
premièrement, je dirais, de la part des Européens, ne pas sous-estimer ou sous-évaluer ce que l'Europe fait au Maghreb et ce qu'elle continue d'apporter économiquement à ces pays par rapport à la Chine. Parce qu'il y a eu une tendance ces dernières années à exagérer un petit peu l'importance des investissements chinois et de la présence économique chinoise dans cette région. Parce que notamment certains pays de la région avaient intérêt pour des questions de politique interne ou pour justement renforcer un petit peu leur pouvoir de négociation auprès de leurs partenaires européens, avaient tendance des fois à parler beaucoup de la Chine et des opportunités que cela pouvait créer sur le plan économique. Mais quand on regarde les chiffres concrètement, que ce soit les investissements, les investissements directs à l'étranger, alors je les ai sous les yeux là, je ne vais pas tous vous les dire, mais on est sur 10 à 20 fois moins d'investissement de la part de la Chine que ce que l'Europe fournit à ces pays-là. Sur le commerce, certes, le commerce a augmenté ces dernières années, mais c'est principalement les importations depuis la Chine vers le Maghreb qui ont augmenté. Donc, la balance commerciale avec la Chine est très largement déficitaire en faveur de la Chine et donc avec un impact assez limité pour la prospérité économique des pays du Maghreb. Et même chose si on regarde plus spécifiquement quels sont les transferts technologiques qui ont lieu entre la Chine et la région Maghreb, quelles sont les créations d'emplois, quels sont les liens culturels, notamment les échanges d'étudiants, etc. Ça reste l'Union européenne qui est pour le Maghreb et la Chine est encore très loin d'atteindre ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue et peut-être sur lesquels l'Europe peut mieux communiquer, parce qu'au final, les routes de la soie sont aussi en partie une opération de communication. Donc, réussir à trouver un contre-narratif qui vient communiquer sur ce que l'Union européenne fait dans cette région. Et il y a plusieurs outils, mais notamment le Global Gateway qui a été lancé, voir comment est-ce qu'il peut être opposé comme narratif, comme contre-narratif aux routes de la soie. Il y a notamment aussi, dans le cadre du European Green Deal, et des transitions énergétiques, les opportunités que cela va ouvrir en termes de coopération et d'investissement dans les pays du Maghreb pour des infrastructures d'énergie renouvelable. Et je pense que sur ce plan aussi, Roger Albignana aura peut-être plus d'informations à donner. Et donc, voilà. Et donc, en soi, la Chine n'est pas nécessairement un problème pour l'influence de l'Union européenne et pour ses relations avec les pays du Maghreb. Elle peut même être un partenaire et une opportunité. Le défi, ça va être de maximiser ces opportunités et de faire attention aussi aux effets négatifs potentiels de la présence chinoise, de l'influence chinoise dans la région. Un autre défi aussi, c'est la montée de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et donc pour l'Union européenne et pour l'Europe, trouver une position d'équilibre aussi dans cette rivalité, ne pas se retrouver prisonnière de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Je vais m'arrêter ici. Merci. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Albignana. Je vous en prie. Vous avez aussi 10 minutes. Merci. Merci, Madame Yenbou. Je vais faire mon intervention en anglais. Just to say that I will first try to... Donc, je vais faire ma présentation en anglais. Je vais essayer de vous donner une vision de la manière dont la comparaison internationale est structurée entre la Chine et le Maghreb à un niveau multilatéral, au-delà des relations multilatérales. Et deuxièmement, je vais me pencher sur autre chose, sur les investissements chinois dans le secteur de l'énergie verte. Donc, à ce titre, je vais vous donner quelques chiffres à ce sujet-là. Donc, tout d'abord, j'aimerais, si vous le précédez, remercier Monsieur Solé, Madame Yenbou de m'avoir invité à ce débat très intéressant.
Je ne sais pas si vous avez organisé l'événement du Parti communiste, qui était un congrès où j'étais allée en Chine. Donc, je ne sais pas si vous y avez participé, mais c'est quelque chose qui était très intéressant, très important en Chine. Et c'est quelque chose qui va ajouter un nouveau design en fait à nos relations. Il y a une approche particulière. En Chine, la politique se focalise beaucoup sur les priorités. Lors de ce congrès, les priorités sont les suivantes. C'est de réassurer le leadership du parti, aussi d'avancer, d'accélérer une transition vers un nouveau développement économique, un nouveau modèle économique qui va essayer de solutionner les déséquilibres qui existent en Chine. Alors, il y a une raison intéressante et depuis 2013, l'ascension au président Chine, eh bien, ce qui se passe, et c'est ce que Camille nous a expliqué, c'est qu'il est très difficile d'identifier une stratégie chinoise qui s'appliquerait aux régions méditerranéennes en impliquant ces pays dans un processus décisionnaire dans cette zone. Il n'y a pas de stratégie chinoise en Méditerranée ou une stratégie chinoise pour le Maghreb. C'est une approche qui se fait au cas par pays. Et voilà, il n'y a pas de force ministérielle qui ait auparavant pu avoir une relation ou une situation, on va dire, harmonieuse. Donc ça, c'est vrai pour les pays du sud de l'Europe. Donc, il faut savoir que quand la Chine essaye de s'attaquer à ces relations multilatérales, eh bien, ils ont établi des systèmes de coopération, notamment avec 6 pays européens, notamment les pays d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, l'Égypte. Eh bien, c'est une coopération chinoise Maghreb qui est en train d'être mise en place. Il y a 2 documents officiels auxquels j'aimerais me référer. Tout d'abord, nous avons le document de janvier 2016 qui vient de la Chine, qui a été présenté par le président Xi, qui parle de la progression, qui a été présentée en 2014 à la progression de la politique chinoise. Et donc, c'est 1 + 2 + 3, vous savez. Les Chinois aiment beaucoup ces formules 1 + 2 + 3. C'est un système, un modèle de coopération et qui a trait de coopération en termes d'énergie, dans le secteur de l'énergie, une construction d'infrastructures. Et l'autre document a trait à l'énergie nucléaire, une coopération à ce titre-là. Les documents de politique officielle soulignent et se reflètent de manière spécifique sur les énergies renouvelables, l'énergie solaire, l'hydroélectricité exactement. Et autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'en novembre 2021, il y a eu un autre document qui parlait de la coopération de la région de la Chine en région africaine. Cela a eu lieu lors d'une conférence qui avait trait à une coopération maghrébine-Chine. Donc, il y a eu 9 programmes qui ont été mis en place dans différents secteurs, la promotion du commerce, la réduction de la pauvreté, les énergies vertes. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est que bien que les syndicats ont eu une réunion l'année dernière à Barcelone, pardon, c'était un sommet, je suis désolée, le orateur parle assez vite, donc c'était dans la zone méditerranéenne, et bien les ministres des Affaires étrangères des pays du Maghreb ont tenu une conférence en parallèle à ce congrès. Et c'est à ce moment-là que ce document a été présenté. Mais les ministres des Affaires étrangères n'ont pas été partie prenante à cette réunion.
Donc, ce que l'on peut faire, c'est que, voilà, vous en tirez vos propres conclusions. Donc, pour cela, ma première conclusion, c'est de voir que ces pays sont attachés à la Chine. Il y a des intérêts forts et aussi il y a un contexte multilatéral. Nous avons pu voir des partenaires africains, maghrébins. Mais voilà, ensuite, que va-t-il se passer? C'est une histoire différente. En janvier, la zone méditerranéenne du Sud a un environnement politique très complexe. Et dans cette zone, la Chine a des intérêts, poursuit un certain nombre d'intérêts. C'est une zone qui a, par le passé, été beaucoup plus stable que ça ne l'est à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler du fait que la Chine essaye d'intensifier ses relations dans le Maghreb. Non, il s'agit aussi d'une action dans l'Afrique subsaharienne. Il y a une semaine, j'ai parlé avec des officiels de l'Union africaine qui se préparaient pour le sommet de l'Union africaine européenne le mois prochain. Et ils m'ont dit qu'ils savaient déjà que l'Union africaine, leur siège avait été construit par la Chine, mais aussi que leur personnel est constitué de Chinois. Donc, ce qui veut dire, c'est quand il y a un souci au bureau, dans vos locaux, dans vos sièges, il y a un souci avec un ordinateur, par exemple, vous appelez un technicien pour vous aider, résoudre ce problème, et ce technicien est chinois. Et vous voyez ce qui se passe. Et ça, c'est en Éthiopie, par exemple. C'est une anecdote qui reflète bien, je pense, la pénétration de la Chine dans la zone subsaharienne. Et bien sûr, pour ce qui est de la coopération qui a été établie jusqu'alors entre la Chine et les pays méditerranéens du Sud, comme je l'ai dit, j'ai regardé vraiment au secteur de l'énergie verte, je m'y suis penchée. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées au niveau mondial durant ces 5-6 dernières années dans ce secteur vert, donc par rapport à cette nouvelle route de la soie, cette initiative. Donc ici, il est question d'une coopération énergétique dans les régions méditerranéennes et les régions du sud de la Méditerranée. C'est quelque chose qui va promouvoir plus d'énergie renouvelable, d'utilisation d'énergie renouvelable et également une intensification, malheureusement, de l'utilisation des énergies fossiles, donc des modèles énergétiques qui, malheureusement, ne prendront pas en compte le changement climatique. Et ça, c'est bien dommage. Donc voilà, ça nous montre bien le type d'investissements qui sont faits dans le secteur de l'énergie. C'est ce qui est promu par la Chine dans la région méditerranéenne depuis 2008-2018. Vous voyez, voilà ce qui se passe dans les pays de la Méditerranée, c'est vrai en Italie aussi. Dans ces pays-là, c'est très différent, même si la Chine a montré beaucoup d'intérêt dans les pays du Maghreb en tant que point d'entrée dans le marché européen du Sud, sur le marché. Pour ce qui est de l'énergie verte, cette coopération a toujours certaines exceptions, notamment au Maroc, en Égypte, qui ne fait pas partie, mais qui absorbe un certain nombre d'investissements. La Chine a investi plus de 35 milliards de dollars américains dans des projets énergétiques durant ces dernières 18 années, mais ces investissements n'ont touché que 6 pays subsahariens. L'Afrique du Nord ne joue pas, pour l'instant, n'a pas encore joué un rôle important dans cette stratégie d'investissement. Mais la Chine pourrait être intéressée pour ce qui est d'intensifier ses relations. Vous savez, ce n'est pas totalement interconnecté. Le Maroc, à ce titre-là, est le pays qui possède la meilleure position pour pouvoir absorber des investissements massifs dans le domaine des énergies vertes, parce que c'est un pays qui développe une stratégie très ambitieuse vers une énergie verte, une stratégie verte. Il y a 52% de son énergie qui viendra des énergies vertes d'ici à 2030. Donc, c'est très important. C'est pour cela que la Chine a investi 300 millions d'euros dans des complexes d'énergie solaire. L'Algérie
qui est le pays du Maghreb qui a reçu le plus d'investissements chinois directs, a un grand potentiel pour pouvoir développer des énergies vertes, mais comme vous le savez, ça doit passer à travers de réformes énergétiques très importantes de ce secteur par rapport à l'environnement des investissements. Et il est question de booster la production de gaz du pays. Et pour l'instant, la Chine a investi plus dans le secteur de gaz, mais bien sûr, elle a également investi dans le secteur des énergies renouvelables avec sa production solaire, sa production d'éoliennes. Donc, bien sûr, la Chine est très intéressée. Et pour en terminer avec cette présentation, j'aimerais vous dire que même si la Chine a mis le pied dans cette région, a commencé à pénétrer dans cette région, il y a toujours un fort potentiel en fait qui n'a pas été abordé encore. Dans le nord, des pays comme l'Espagne, la Grèce sont toujours considérablement à la traîne par rapport à d'autres. Et dans le sud, eh bien, la présence de la Chine ne peut pas être comparée à l'importance des États-Unis ou de la dominance européenne. Donc, alors que la Chine va approcher des pays nord-africains en tant que la coopération, des systèmes de coopération africains arabes, eh bien, la réalité, c'est qu'il y a d'autres pays dans le Golfe, dans l'Afrique subsaharienne, qui offrent beaucoup plus de stabilité, des meilleures conditions d'investissement pour la Chine et pour que la Chine se lance. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Albignana. Eh bien, du coup, là, c'est le tour de Madame Lina Benabdallah. Je vous en prie, vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonsoir. Je fais mon intervention aussi en anglais, mais je voulais saluer quand même notre audience francophone. So, thank you so much for the invitation. It's my pleasure Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui sur les relations dans la Chine, entre la Chine et le Maghreb. C'est difficile de parler parce que beaucoup a déjà été dit. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par mes deux collègues. En ce qui concerne la présentation d'informations qui n'ont pas déjà été dites auparavant, je dois organiser donc les points de discussion sur les avantages de l'approche de la Chine, les avantages et les défis de la Chine. Je vais présenter la perspective de la Chine et la perspective des pays du Maghreb. D'abord, en ce qui concerne les avantages, quels sont les avantages ici? D'un point de vue de la Chine, de la perspective chinoise, la Chine a plusieurs avantages en ce qui concerne ses relations avec les pays du Maghreb. Le premier avantage, c'est bien sûr un avantage politique et historique, ce qui signifie que la Chine, la République populaire de Chine, a entretenu des relations fortes avec les pays maghrébins depuis plusieurs décennies, depuis les années 50. Et bien sûr, elle cherche à cimenter sa position dans les pays du Maghreb, donc à se positionner en tant qu'alternative dans les relations que le Maghreb a, par exemple, avec les puissances occidentales. Et l'avantage de la Chine dans des pays comme l'Algérie, où le souvenir historique, la mémoire, il y a un grand souvenir aussi de cette colonisation. Donc, le deuxième avantage, c'est bien sûr la géographie. Les pays arabes sont un peu une porte d'entrée à la fois vers l'Europe et vers les pays subsahariens. Et donc, cela présente un avantage très important pour la Chine, un grand intérêt. Nous voyons aussi beaucoup d'investissements. La Chine cherche à se rapprocher du Maroc, par exemple,
et à établir le Maroc comme une sorte de porte d'entrée pour les transports maritimes, par exemple, et aussi une porte d'entrée vers les pays d'Afrique subsaharienne. Et mes collègues ont déjà parlé de cela, je suis d'accord, même si au cours des dernières années, la Chine est devenue un partenaire commercial de choix. Il y a toujours un déficit commercial. Le Maghreb est important pour la Chine. Je pense que c'est plus important, il est plus important politiquement et diplomatiquement que commercialement. Et c'est à cause des, de ces chiffres très faibles en termes d'investissement direct à l'étranger. Et en ce qui concerne la stratégie d'investissement de la Chine, si on regarde de l'autre côté de la pièce, la Chine est importante pour les pays maghrébins et pour les pays arabes. L'avantage pour les pays arabes, c'est que c'est un des plus grands investisseurs dans ces pays-là. C'est aussi une relation importante parce que c'est une alternative. Par exemple, pour les projets d'infrastructure, les méga projets dont on vient de parler. Et plus récemment, on a vu aussi, et particulièrement avec cette pandémie COVID-19, on a vu des problèmes, les problèmes que ces gouvernements cherchent finalement à bénéficier des prêts de la Chine, des prêts chinois pour les infrastructures par rapport au FMI, par exemple, ou à d'autres organisations qui ne sont pas forcément justes dans leur façon dans leur relation avec les pays du Sud. Donc, la Chine est une alternative par rapport à ces investissements, à ces prêts qu'elle accorde aux pays arabes. Et un autre avantage pour les pays maghrébins, c'est bien sûr cette initiative de la nouvelle route de la soie. Et les projets, donc tous ces projets qui incluent la nouvelle route de la soie, avec les projets technologiques à Tanger, par exemple. Il y a eu quelques hésitations en ce qui concerne ce projet. On ne sait pas très bien où cela en est, mais il y a un grand potentiel pour les pays maghrébins de conclure des accords très importants et bien sûr un avantage concurrentiel très important. Le port algérien a été mentionné aussi. Ce n'était pas la nouvelle route de la soie, mais cela fait partie quand même, cela a été inclus dans la portée de la nouvelle route, de l'initiative de la nouvelle route pour la soie. En ce qui concerne le marché, l'aspect militaire, l'aspect sécuritaire, c'est aussi un endroit intéressant pour la Chine. On ne l'a pas déjà dit, mais l'Algérie est toujours un grand client pour tout ce qui concerne les dépenses militaires de la Russie, mais l'Algérie a importé environ 10%, enfin 10% des importations d'armes ont été faites en direction de l'Algérie en 2019. Donc, vous voyez que c'est aussi quelque chose de stratégique, un endroit stratégique pour les dépenses militaires. En ce qui concerne le marketing, c'est aussi un lieu important pour la Chine pour commercialiser certains modèles de développement quand elle pense au rôle du gouvernement, aux partis politiques, le PCC. C'est donc un lieu important pour cet aspect très normatif de la Chine dans les pays du Sud.
Donc, en ce qui concerne les défis, bien sûr, il y a plusieurs défis dont on peut parler ici. Particulièrement, le premier défi, c'est le défi culturel, ou alors on peut peut-être parler du défi linguistique, parce que les pays arabes sont plutôt des pays où l'on parle plutôt arabe ou français. Donc, l'influence de la Chine dans ces pays n'est pas aussi étendue. Il y a une difficulté en ce qui concerne la langue. Je l'ai vu lors d'entretiens avec des dirigeants, lors de projets entre étudiants. Il y a eu beaucoup de progrès aussi dans ce domaine-là. Il y a de plus en plus d'élites, de dirigeants au niveau algérien qui essayent de se former. Un grand nombre d'entre eux sont maintenant intéressés par l'apprentissage du mandarin et il y a un apprentissage du mandarin pour les élites gouvernementales et les élites en général, mais ça reste un défi important jusqu'à présent. En ce qui concerne maintenant l'autre défi, c'est-à-dire donc plutôt un déficit d'image que la Chine a dans les pays du Maghreb. C'est intéressant parce que l'Afrique en tant que continent reste un endroit où on voit la Chine de façon assez positive. La vision globale de la Chine en Afrique reste assez positive. Par contre, quand on regarde les pays, on voit quelque chose de très différent. Par exemple, selon le baromètre arabe, l'enquête seulement, donc, il y avait un grand contraste en fait. Il y avait très peu d'Algériens donc, les 2/3 des personnes interrogées disaient que la relation avec la Chine était vue de façon très positive ou assez positive. Donc, c'est une sorte de puzzle, c'est une intrigue en ce qui concerne la perception de la Chine. On ne sait pas très bien ce qu'il en est vraiment. Certaines personnes aimeraient qu'il y ait un accroissement de l'aide chinoise au Maghreb, mais c'est un peu l'opposé de la perception africaine globale plus générale. L'autre défi au sein de cet aspect culturel, c'est peut-être lié, mais il n'y a pas autant d'opportunités pour la communication interculturelle, pour, par exemple, les migrants chinois, les migrants de la diaspora. Il n'y a pas beaucoup de ponts culturels. Par exemple, l'Algérie n'a pas d'institut Confucius, tandis que dans d'autres pays ou dans le reste du continent, par exemple en Afrique du Sud, il y a de nombreux instituts Confucius dans le pays. Donc, c'est aussi un indicateur qu'il y a des grands défis au niveau culturel, au niveau de la langue, qui vont rester peut-être problématiques pour l'avenir s'ils ne sont pas résolus, si rien n'est fait pour pallier à cela. Et en ce qui concerne la situation avec le COVID-19, les opportunités pour les étudiants de pouvoir se déplacer en Chine ont été bien sûr perturbées. Bien sûr, ça fait partie de ce déficit d'image, ce problème de déficit d'image. Les universités chinoises sont devenues les destinations les plus attractives pour les étudiants africains au cours des dernières années. Il y a eu beaucoup de bourses accordées aux étudiants africains
pour qu'ils puissent se rendre en Chine. Mais bien sûr, avec le Covid-19, il y a eu de nombreuses perturbations qui ont contribué au déficit d'image et à ce problème aussi culturel. C'est aussi intéressant de noter qu'avec le Covid-19, bien sûr, lorsqu'on le retourne au premier point que j'ai mentionné, donc on parle ici du langage de solidarité. Donc, l'équipement, les équipements de protection individuelle, etc. La Chine a joué un grand rôle dans les fournitures de ces équipements. Donc, il y a un grand contraste avec l'approche européenne qui n'a pas fourni ces opportunités, cette solidarité, ces possibilités de fourniture en vaccins, par exemple, de la même façon que la Chine, contrairement à la Chine plutôt. Donc, cela aide bien sûr à la reprise après l'épidémie de Covid-19. La perception du vaccin chinois, l'hésitation par rapport au vaccin chinois, aussi ça fait partie du déficit d'image que la Chine, dont souffre la Chine dans ces pays-là. Là, j'ai couvert un peu les points principaux, même si les pays arabes ne sont pas une grande priorité pour la Chine. En ce qui concerne les relations politiques, sont tout de même importants en ce qui concerne les relations diplomatiques et ils sont aussi une porte d'entrée pour le continent européen et africain, même s'il y a de nombreux avantages, même si la Chine compte de nombreux avantages, eh bien, on voit avec le Covid-19, avec l'aspect interpersonnel, avec l'aspect culturel, qu'il y a des défis et cela indique qu'il y a des défis à long terme à relever. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Ben Abdallah. On va poursuivre avec une série de questions-réponses. Jordi, je t'en prie. Vas-y, tu peux commencer à poser des questions. Peut-être qu'on peut... tu poses 2 questions, par exemple, et puis après, je verrai si j'en complète ou plus. Et chacun répond quand il se sent concerné ou quand il a des réponses à apporter, tout simplement. Vas-y, je t'en prie, Jordi. Merci beaucoup, Salima. I will speak in English and thanks. Je vais parler anglais. Merci beaucoup, Salima. Merci aussi, Salima, d'avoir proposé d'organiser ce webinaire très intéressant. Il y a quelques temps, nous avons maintenant un peu de retard. Je vais aller donc directement aux questions que je vais adresser à nos panélistes. La première question: quelles sont les conséquences, quels sont les résultats que nous pouvons attendre de ce sommet de l'Union européenne, de cette influence grandissante de la Chine dans la région du Maghreb? Quelles sont les étapes concrètes que l'Union européenne devrait donc adopter pour pouvoir contrer cette influence grandissante de la Chine au Maghreb? Par exemple, la Commission européenne a suggéré une coopération, un agenda avec différentes étapes qui peuvent être prises pour renforcer la coopération entre l'Union européenne et ses voisins, les pays voisins. Il y a aussi l'initiative, donc les investissements chinois provenant de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que ces 2 types de réponses peuvent vraiment être intéressants pour vraiment contrebalancer l'influence de la Chine
dans la région du Maghreb? Et la deuxième question, en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, on voit qu'il y a une présence militaire grandissante de la Chine en Afrique subsaharienne et nos panélistes l'ont clairement mentionné, la Chine et le Maghreb ne sont pas une priorité. Enfin, le Maghreb n'est pas une priorité pour la Chine, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une présence chinoise, une présence militaire chinoise au nord de l'Afrique et particulièrement en Afrique, au nord de l'Afrique, particulièrement dans le Maghreb? Merci beaucoup. Donc, ces questions sont adressées à nos panélistes qui sont libres de réagir. Qui voudrait commencer? Oui, très bien. Tout le monde est très timide. Je vais donc casser la glace, briser la glace. Je vais me concentrer sur la première question qui était très intéressante. Donc, en revenant sur ce que disait Camille pendant sa présentation, je pense qu'on ne devrait pas être obsédé par la présence de la Chine dans les pays du Maghreb. Bien sûr, cette présence s'est renforcée. On l'a vu par des exemples très concrets, mais la présence de l'Europe et la coopération avec le Maghreb, entre les pays du Maghreb et l'Europe, ces coopérations bilatérales et aussi avec l'Union européenne, si on regarde tous les indicateurs, cette coopération est la plus forte. Toutefois, comme vous l'avez dit à juste titre, on peut aussi être préoccupé, on ne doit pas être obsédé, mais il y a aussi une forte conviction que l'Europe n'est pas, enfin la présence de l'Europe dans les pays du Maghreb est moins forte maintenant au cours des dernières années. Donc, il y a une sorte de fatigue sur cette relation entre le voisinage des pays du Sud, les pays d'Afrique du Nord et les pays de l'Union européenne, et particulièrement au niveau bilatéral avec certains de ces pays. C'est un problème pour l'Union européenne, pour l'Europe. Elle doit se confronter à ce problème, et quelle que soit l'attitude de la Chine, finalement. Donc, les relations sont très importantes, mais bien sûr, là, le Maghreb n'est pas une région prioritaire pour la Chine, au moins maintenant ou au cours de la dernière année. Et donc, on essaie de trouver une réponse au problème en tant qu'Européens et l'Union européenne, le problème que l'Union européenne a avec les pays du Maghreb. Et il faut trouver une réponse qui met de côté la question de la Chine. Je pense qu'on ne devrait pas réagir. Il faudrait regarder les instruments actuels dont nous disposons, voir par exemple pourquoi la politique de voisinage de l'Union européenne n'a pas donné tous les résultats attendus. Il faut voir aussi l'agenda de l'Union européenne pour la Méditerranée, voir si cet agenda est la bonne réponse aux questions, aux questionnements, aux besoins que les pays du Maghreb ont, et essayer de donner une réponse à cela. Et je dirais même un peu plus loin. Je dirais que nous avons travaillé avec certaines puissances mondiales dans la région, avec cette région. Pourquoi est-ce que nous n'essayerions pas d'impliquer aussi la Chine pour qu'elle puisse vraiment construire une certaine politique dans la région? Pourquoi pas? Et bien sûr, la Chine et l'Union européenne ont des projets différents. Ce sont des entités très différentes. Mais lorsque nous avons une zone où il y a des intérêts qui se croisent
qui sont entrecroisés. Pourquoi ne pas travailler ensemble finalement? Et là, je vous laisserai ici. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit mon collègue. La raison pour laquelle donc la Chine est présente et pour ses projets au Maghreb et dans d'autres pays, et les commentaires et aussi sur la construction, le PC. Bien sûr, ils sont moins chers, ils font les choses plus rapidement, la qualité a été renforcée. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous devons contrebalancer à tout prix, mais ce qui est en train d'être fait en ce moment, essayer d'impliquer la Chine sur la question du financement vert. Pékin vient de publier des documents, des lignes directrices pour la nouvelle route de la soie. Donc, essayer de garder le canal de communication ouvert, finalement, de garder la communication ouverte et de s'aligner davantage sur ce qui concerne les normes environnementales. En ce qui concerne le financement en général aussi, essayer de s'aligner, par exemple, pour voir si la Chine pourrait rejoindre le club de Paris, par exemple, que les prêts chinois soient plus alignés sur les normes de bonne gouvernance, par exemple. Il y a matière à impliquer davantage la Chine pour les contrer un peu, parce qu'au niveau économique, et cela a déjà été prouvé, l'idée que cela va aussi répondre à certains des commentaires dans le chat sur le risque de tomber dans des dettes, une diplomatie basée sur la dette. Donc, dans ce qui concerne le Maghreb, spécifiquement les prêts du côté chinois, il n'y a pas vraiment de risque au niveau diplomatique du côté chinois. Donc, s'il peut y avoir un financement chinois pour d'autres projets, ça peut être une bonne chose, mais l'Union européenne devrait se focaliser sur le fait de pouvoir de voir ce qui peut être fait pour renforcer le partenariat avec les pays du Maghreb et la transition énergétique, les transferts de technologies, essayer de voir pourquoi il y a cette attirance avec la Chine. Pourquoi est-ce que la Chine est si attirante pour les pays du Maghreb? Est-ce que cela fait partie de cette interaction? Est-ce que cela fait partie de ces connexions historiques qu'il y avait des partenariats avec les pays européens, le fait de s'engager dans la démocratisation, c'est quelque chose que l'on peut voir de façon assez condescendante. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un engagement avec ces pays qui est plus positif et qui fait que cette relation est bénéfique? What has already been said, it is, I think it's also important to think Oui, about. pour ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit, je pense que c'est très important de rappeler également que pour ce qui est de l'Europe, nos relations avec la Chine ne sont pas seulement importantes par rapport à nos propres pays, mais aussi avec le Maghreb. Et donc, pour ce qui est du Maghreb, il faut que nous voyons qu'est-ce qui est nécessaire, quelles sont les priorités là-bas, quelles sont les aspirations, les rêves des jeunes de ces pays-là, dans le sein de ces sociétés, que veulent-ils voir dans le futur? Comment voient-ils les rôles, les positions de la Chine dans leur propre société? Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement plutôt que de regarder ce que fait la Chine et pour nous essayer de faire mieux? Ça serait plus intéressant, je pense, de laisser cela de côté et d'essayer de trouver quels sont les avantages comparatifs qu'ont les pays européens
pour ces pays du Maghreb, en parallèle de la Chine, bien sûr, parce que sinon, on compare deux entités très différentes. La grande question de la migration, c'est toujours très importante quand il est question des relations entre le Maghreb, l'Afrique et l'Europe. C'est toujours assez délicat. La Chine n'a pas de tel bagage en ces questions-là. Donc voilà, je pense que ce point est très important et au bout d'un moment, c'est un petit peu inutile d'essayer d'être le compétiteur de la Chine, de faire mieux qu'eux. Je pense qu'il est plus important d'essayer de voir quels sont les avantages que nous avons en notre possession. Nous, au sein de l'Union européenne, quelles sont les opportunités, les entrepreneurs que nous avons, quels sont les investissements, quelles sont nos startups, est-ce qu'il peut y avoir des opportunités pour les jeunes là-bas, des choses comme cela. Voilà, je pense des investissements dans le futur. Voilà, se focaliser sur le futur plutôt que sur le passé, je pense. Donc, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il serait possible ou faisable de d'amener la Chine, finalement, de jouer avec eux. Je ne suis pas sûre, parce que c'est ce qu'on a vu récemment. Ils ont dans ce pays leurs standards propres, leurs normes propres. Et donc, probablement, cette idée de collaborer plus avec la Chine n'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Peut-être que ça doit rester quelque part dans notre esprit, mais je pense que plutôt qu'essayer de faire que la Chine se conforme plus aux façons de faire européennes, peut-être qu'il faut mieux comprendre, il vaudrait mieux comprendre la façon de faire chinoise, comment la Chine voit l'Afrique en général ou les pays du Maghreb de manière plus spécifique. Comprendre aussi comment opère la Chine. Et ça, c'est vraiment clé pour nous pour pouvoir trouver comment faire. Pas de nous projeter, mais vraiment de réellement comprendre quelle est l'essence, le but de l'influence de la Chine, leur façon de faire, en quoi attrait leur attractivité. Je pense que c'est ce que nous devrions faire, oui, en général. Oui, merci beaucoup pour vos réponses, Salima. Peut-être que vous aimeriez poser des questions à nos invités également? Oui, merci Jordi. Moi, j'aimerais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit. Je crois, vous l'avez dit, il ne faut pas réagir en contre. Il ne faut pas que l'Union européenne réagisse en contre. Mais moi, en tout cas, j'ai cette vision de signaux faibles qui se produisent un peu partout, de la Chine, en Afrique, mais aussi au Maghreb, puisqu'on en parle. Des signaux faibles, c'est vrai que la question des prêts est très importante parce qu'elle concerne souvent les ports, qui sont des lieux quand même de stratégie politique très importants. Et ces ports auxquels la Chine prête de l'argent pour rénovation ou autre, pour moderniser, et ensuite les pays se retrouvent endettés et ne pouvant répondre à ces dettes, se retrouvent à négocier la gestion contre l'endettement, la gestion de ces ports. Donc là, on a vraiment un enjeu stratégique et géostratégique très important qui est en train de se construire, et même avec des ports européens. On a la même chose qui s'est fait ici. Donc effectivement, ne pas réagir en contre. Et puis depuis tout à l'heure, on parle de pays, mais je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre les États et les peuples. Aujourd'hui, les peuples du Maghreb, de manière générale, et notamment les jeunes, puisque vous les avez évoqués, eux veulent des démocraties. Eux, ils veulent la liberté, les libertés fondamentales, celles qu'ils ont de l'autre côté, celles qu'ils voient de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'en tant que parlementaires, on est des représentants des peuples. Donc, on ne peut que s'exprimer comme ça. Et vous l'avez dit, les pays, quand on parle de l'État, les États, est-ce qu'il n'y aurait pas ce risque que les États, finalement, aillent chercher tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir avec l'Union européenne parce que des conditions de respect des droits humains, démocratiques, etc., comme par exemple la surveillance de masse. On voit bien que des pays, vous l'avez dit, comme l'Algérie, se sont retournés vers la Chine. Le Maroc, avec Pegasus, s'est retourné vers Israël, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas l'avoir avec nous, puisqu'on a quand même des barrières par rapport à ça. Donc, du coup, on a un décalage entre les États autoritaires qui, eux, veulent garder
cette autorité et qui utilisent le régime chinois comme un vrai modèle, puisque là, on a un modèle autoritaire qui fait réussir économiquement. Donc, ils ont tout pour pouvoir séduire leur peuple. Donc, nous, on s'inscrit là-dedans. Et comment on peut changer la donne? Comment on peut modifier? Parce que je crois que le cœur de la problématique, c'est celui-là. Comment nous, on peut être attractif? L'Union européenne peut être attractive alors qu'on a des conditions. Et d'autres pays donc n'en ont pas, la Chine en particulier. Et du coup, on est en concurrence sur des choses où on n'est pas sur le même plan. Et ces pays, finalement, vont aller faire leurs courses où ils ont besoin. Voilà. Donc, la question, elle est assez large. Je vous invite peut-être à essayer d'y répondre. Désolée. Peut-être pour commencer, pour ce qui est de l'exportation de régimes ou d'un modèle autoritaire de la part de la Chine, je pense qu'il faut faire un petit peu attention avec ça aussi, parce que par exemple, la France a vendu des systèmes de surveillance, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, à l'Égypte, à la Libye, enfin je veux dire, donc ce fantasme que la Chine va apporter l'autocratie partout dans le monde, je pense que on l'a fait aussi, elle répond à une demande plus des fois qu'elle ne vient vraiment exporter son modèle. Après, en effet, c'est une question de narratif, parce que c'est le modèle parce que ça vient contrer le narratif quand même européen et occidental, qui est que le développement économique s'accompagne nécessairement d'une transition démocratique. Et la Chine vient contrer ce narratif-là en prouvant elle-même que c'est possible de se développer économiquement, de devenir la deuxième ou première puissance économique mondiale sans cette transition-là. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, c'est la grande question et c'est quelque chose de très difficile à trouver du point de vue européen, mais comment adapter le discours à une réalité du monde qui change, avec l'Asie qui est de plus en plus puissante, et comment réussir à avoir un discours qui reste cohérent, qui reste ferme sur un certain nombre de valeurs, mais qui en même temps prend en compte cette évolution du monde et qui du coup ne tombe pas dans... alors pour les pays du Maghreb, je suis moins une experte du Maghreb, je travaille sur les pays du Golfe, mais qui peut pour certains pays être vu aussi comme très néocoloniale et condescendante. Et donc comment trouver cet équilibre dans la façon dont on interagit avec ces pays-là et avec de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger et qui font concurrence aux modèles que nous, on a prônés jusque-là. Donc une vraie remise en question et plus de nuances et notamment en mettant l'accent, et ça revient sur le côté économique, mais au lieu de mettre l'accent des fois trop sur des valeurs, mais aussi sur des actions, sur des choses qu'on fait avec ces pays-là, des partenariats qui les mettent aussi en valeur et qui ne mettent pas ces pays-là dans une situation de junior partners. Donc voilà. Et sur la question des ports, juste pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui pose des questions, mais encore une fois, à mettre avec beaucoup de nuances, c'est-à-dire que ça pose des problèmes où la dette, où le pays va être très endetté. Donc, il y a le port de Hambantota, il y avait la question du port de Djibouti aussi, dans quelle mesure l'endettement de Djibouti envers la Chine a permis de favoriser notamment la création de la base chinoise à Djibouti. Peut-être que Lina Ben Abdallah a plus d'éléments là-dessus. Dans le cas du Maghreb, on n'est pas vraiment à ce niveau-là, et je pense que sur la question des ports, il faut bien différencier. C'est très différent parce que beaucoup de ports sont fabriqués par des entreprises chinoises juste parce c'est moins cher. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont un levier politique énorme sur ce port-là. C'est pas pareil si le port est financé par un financement chinois, notamment un financement de l'État public de l'État chinois. Dans ce cas-là, ça crée d'autres leviers politiques éventuels.
essentiel. Donc, quand on dit les ports et la Chine, tous les ports ne sont pas stratégiques, toutes les formes d'implication d'entreprises chinoises ou de la Chine ne sont pas nécessairement, ne vont pas forcément créer des leviers politiques majeurs. Donc, c'est là où il faut regarder plus dans le détail, là où ça crée des leviers, là où ça n'en crée pas nécessairement. Voilà, merci. Oui, si je peux juste ajouter quelques points ici pour répondre à votre question. Je voulais aussi souligner le fait que peut-être que ça ne sera pas nécessairement vu comme un problème chinois, cette offre, cette demande, mais si la Chine ne fournit pas ce modèle, ces technologies, eh bien d'autres pays le feront. Donc, ça ne doit pas être nécessairement vu comme une situation, l'Union européenne contre la Chine, vous voyez? Parce qu'à un certain moment, eh bien, voilà, on peut imaginer qu'on remplace la Chine par un autre pays. Ça serait d'autres qui fourniraient cette technologie, cet espace, si ce n'est pas eux, pour offrir d'autres alternatives, d'autres normes, d'autres façons de faire. Donc, je pense que c'est une question plus vaste que cela. Ça va au-delà de que fait la Chine. Et finalement, mon point de vue est le suivant. Je pense que ça invite à avoir une conversation au gouvernement face au peuple. Mais ici, si on se focalise sur les gouvernements, eh bien, la question sera la suivante. Qu'est-ce qui fait que ces gouvernements vont se pencher ailleurs, vont chercher d'autres partenaires? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà, aujourd'hui, ça peut être la Chine, mais demain, ça serait peut-être un autre pays. La Chine n'a pas de monopole. Donc, voilà, c'est important d'avoir cette perspective à l'esprit, de se pencher sur les États eux-mêmes, les États du Maghreb, par exemple, plutôt que de se focaliser sur la Chine, qui est notre concurrente, vous voyez. Donc voilà, ça va bien au-delà des relations de rivalité entre l'Union européenne et la Chine. Je pense que voilà, le domaine est beaucoup plus vaste que cela. Cela a trait à la technologie, il y a beaucoup d'autres choses également. Il y a un aspect de forte demande de la part des pays africains. Et si cette demande n'est pas satisfaite par la Chine, elle le sera par d'autres acteurs. Donc la question sera de pouvoir s'attaquer aux racines de la demande et de savoir pourquoi cette demande arrive à ce moment maintenant, quelles sont les motivations qui génèrent ces demandes. Et voilà, il ne faut pas uniquement apporter une contre-réponse, mais comprendre voilà, quelle est la racine de tout cela. Oui, pour revenir à la question de base de Salima, moi je dirais que la situation est assez mauvaise parce qu'il y a 25 ans, nous avions des attentes, un certain nombre d'attentes. Il y a moins de 20 ans, nous avons lancé certains instruments, des politiques spécifiques. Et le résultat de ces politiques, eh bien, on peut les voir aujourd'hui, notamment depuis 2013, 2014. On voit que la situation dans cette région, et là je parle de la région entière, la situation est bien pire qu'avant. Et cela signifie que nous devons comprendre pourquoi ces instruments, pourquoi ces politiques, eh bien, n'ont pas réellement fonctionné dans le Sud. Et en même temps, nous devons, d'une certaine manière, essayer de surmonter cette spirale pessimiste, finalement, dans laquelle nous sommes bloqués parce que, voilà, cette réalité est pire. Donc, nous essayons de trouver une façon de nous en sortir. Mais il faut pouvoir comprendre pourquoi ces politiques, pourquoi ces instruments ont échoué, tout d'abord. Bien sûr, la littérature est pleine de ces faits-là. Et peut-être que la réponse serait la suivante, c'est que nous, en tant qu'Européens, nous n'avons pas été capables
de mettre en place une vision à long terme de ce que nous aimerions de ce partenariat avec les pays du Sud, les pays de la Méditerranée. Nous n'avons pas de réponse à cela. Nous n'avons pas une réponse réalistique, en fait. On a une réponse, mais pas réaliste. Quand on pense à l'immigration ou alors au commerce, voilà, là, on peut trouver nos propres réponses, mais nous n'avons pas de réponse institutionnelle. Et cela, bien sûr, ça nous empêche d'avancer. Nous sommes un petit peu bloqués dans cette spirale du pessimisme. Et les gouvernements européens, les institutions européennes sont dans cet état d'esprit-là. Nous utilisons les pays du Sud pour faire des barrières, des pays tampons pour bloquer l'immigration, par exemple. Donc, voilà, il faut vraiment avoir conscience de tout cela. Il faut pouvoir essayer de construire une alternative qui pourrait répondre à ces questions. Comment est-ce qu'on veut, à quoi voulons-nous que ressemblent ces partenariats? Quelles sont les alternatives? On n'a pas encore de réponse à cela. D'accord, très bien. Encore une fois, merci beaucoup pour vos réponses. Nous manquons un petit peu de temps. Nous sommes plutôt en retard et il nous reste 12-13 minutes à peu près pour pouvoir poursuivre nos discussions. Ce qui fait, et malgré toutes les questions, avec toutes ces questions, nombreuses questions que j'ai reçues, il va falloir faire un tri. Certaines d'entre elles sont de très bonnes questions. Du coup, cela devient très difficile pour moi de choisir certaines questions. Donc, je vais essayer peut-être de poser des questions en termes généraux, d'en regrouper certaines, si vous me le permettez. Donc, peut-être que la première chose que je vais faire, c'est de vous demander, j'aimerais vraiment vos réactions à ce niveau-là, c'est quel est l'impact de l'influence chinoise dans la région du Maghreb en termes de gouvernance, les règles de droit, etc. Donc, par exemple, ici, j'aimerais mentionner une question particulière qui nous vient de Hussein. Si je peux la retrouver. Voilà, ça vient d'Hussein. Quel serait l'impact potentiel de l'augmentation de l'influence de la Chine dans cette région, notamment dans la manière selon laquelle les pays vont pouvoir gérer leurs relations, leurs règles de droit notamment, par rapport à la stabilité de la région, comment est-ce que c'est perçu, quelles sont les réactions de l'Union européenne, quels sont les arguments qu'on peut utiliser pour soutenir cette vision-là. Donc, si vous pouviez nous donner des exemples concrets, par exemple, de ces arguments. Et une question similaire qui a été posée par Soraya. Et là, je vais lire en français. L'Afrique du Nord de l'influence politique de la Chine qui renforce le régime autoritaire de cette région, rappelant que leurs peuples ont tenté à maintes reprises un changement démocratique sans succès, justement à cause de l'aide chinoise et russe à écraser ces tentatives de démocratisation. Quels pourront être les outils, en plus de la communication de la part de l'Union européenne, pour aller vers une démocratisation de l'Afrique du Nord? So, if you could quickly react to. Donc, si vous pouviez réagir rapidement à ces questions, s'il vous plaît. Break the ice now. I'm happy to. The question was addressed to Camille, by the Donc, way. la question est adressée à Camille. Donc, j'aimerais reprendre là-dessus. Oui, en ce qui concerne l'influence de la gouvernance. Oui. Donc, une partie de la politique étrangère de la Chine en Afrique. Donc, il y a la politique de non-interférence. Donc, le gouvernement chinois ne veut pas interférer
dans les politiques, dans les pays en général, donc en Afrique également, cela veut dire que le gouvernement chinois veut coopérer avec les gouvernements. Donc, c'est toujours une politique de coopération de gouvernement à gouvernement. Il ne va pas collaborer avec la société civile ou avec des organisations de la jeunesse ou des militants. Le gouvernement chinois veut coopérer avec d'autres gouvernements. Donc, quelle que soit cette politique de non-interférence dans d'autres pays qu'à la Chine, que la Chine est sensible à cela, cela nous montre que la Chine est pro-gouvernement. La Chine sera toujours pro-gouvernement. Ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, les investisseurs chinois n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils n'avaient aucune idée de comment comprendre la situation. Il y avait une sorte de compréhension dans la communauté chinoise. En fait, non, il n'y a pas d'une bonne compréhension de ce qui se passe au niveau des pays du Maghreb par la communauté. Est-ce que ça va être un autre pays comme la Libye? Vous savez, la Chine n'avait aucune idée de ce qui se passait en Libye en ce qui concerne le nombre de travailleurs chinois en Libye, ce qui se passait, l'urgence de la situation. La Chine n'avait aucune idée de tout ça. Donc, cela nous montre que finalement, il n'y avait pas de compréhension de la part des Chinois sur ce qui se passait et sur les résultats, sur la suite de la situation, sur qui l'emporterait, etc. Donc, ils essayaient de voir quel expert prédirait la suite pour qu'ils puissent savoir qui allait l'emporter, etc. Il y aurait du succès, mais donc, il n'y a pas beaucoup d'influence. Quand vous n'avez pas une bonne compréhension de la situation, vous ne pouvez pas avoir une bonne influence sur cette situation. Il y a des affinités. Certains gouvernements préfèrent utiliser ce modèle de gouvernance chinois et le copier, mais je n'ai pas de preuve que le gouvernement chinois essaye de se répliquer, de se dupliquer dans d'autres pays au niveau de la perspective chinoise. Est-ce qu'elle cherche à mettre ce modèle autoritaire dans d'autres pays? Ça, je ne sais pas. Voilà ce que je peux dire de cette situation. Oui, c'est aussi ce que je vois, ce que je pense. Par exemple, la Russie. La Russie, c'est un pays qui cherche des situations dans lesquelles il peut déstabiliser un pays davantage ou tirer parti de quelqu'un qui peut déstabiliser un pays. Je ne vois pas la Chine aller dans cette direction précisément parce qu'il y a ce principe de non-interférence, de non-ingérence, et cela fonctionne dans les deux côtés, réciproquement. Donc, ça veut dire que la Chine n'interfère pas, ne s'ingère pas dans les politiques étrangères. Si les intérêts de ses citoyens sont sécurisés dans ce pays-là, et en même temps, les autres pays ne s'ingèrent pas non plus dans les problèmes domestiques de la Chine, les problèmes internes à la Chine. Par exemple, la déclaration de Hong Kong par les ministres des Affaires extérieures, des Affaires étrangères des Chinois et Africains à Dakar il y a quelques mois, c'est déclaré. Ils ont déclaré que les 53 pays qui ont signé cette déclaration ne vont pas s'ingérer dans les politiques internes de la Chine. Je ne vois pas ici de problème majeur, contrairement à la Russie. Et ce n'est pas le sujet de discussion d'aujourd'hui, mais la Russie, au cours des dernières années, a eu une attitude très différente dans la région. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de questions, nous recevons beaucoup de questions qui sont toutes très intéressantes
Malheureusement, nous avons atteint notre limite en termes de temps. Donc, malheureusement, il va falloir nous acheminer vers la conclusion de ce webinaire. Et je vois qu'un grand nombre de questions viennent de notre public et un grand nombre de ces questions ont déjà reçu des réponses de nos panélistes. Donc, d'autres questions n'ont pas encore reçu de réponse. Je suis désolée. Nous aurons plus de temps pour continuer cette discussion. Et ce que j'aimerais faire maintenant brièvement, c'est que j'aimerais conclure ce webinaire en disant premièrement, en remerciant d'abord nos panélistes pour leur participation à notre événement, et qui était pour leur participation très intéressante sur ce sujet de l'influence de la Chine au Maghreb, qui a retenu vraiment notre attention et a retenu l'attention aussi de tous les participants, de tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et comme conclusion, ce qui a aussi été dit par notre panéliste, bien sûr, l'influence de la Chine sur le Maghreb a continué de s'étendre au cours des dernières années. Et on voit cette influence en matière d'investissement direct étranger, transformation dans le secteur énergétique, dans le secteur du développement, de la coopération. Donc, les principaux intérêts pour la Chine de se positionner et d'avoir une bonne relation avec cette région du Maghreb, c'est un intérêt économique. Et bien sûr, cet intérêt économique peut aussi devenir une influence politique, une façon d'influencer les pays au niveau politique. Ensuite, l'influence de la Chine n'a cessé de croître dans cette région, mais elle n'est pas aussi importante que dans les pays d'Afrique subsaharienne, ce qui a déjà été expliqué et ce qui peut se comprendre aussi par l'environnement très complexe dans les pays du Maghreb. Le Maghreb n'est pas la priorité pour la Chine, n'est pas leur plus grande priorité. Et d'un autre côté, c'est quand même un allié important pour les pays du Maghreb. Donc, la Chine est un allié important pour les pays du Maghreb. C'est une sorte d'alternative qui leur permet d'attirer des investissements, d'attirer des prêts, des emprunts au niveau des pays du Maghreb, depuis leur perspective. Donc, c'est quelque chose qui peut être attirant, intéressant pour eux, mais il n'y a évidemment pas de conditions au niveau politique, au niveau droits humains, par rapport au financement d'infrastructures ou d'autres projets. Et ensuite, ce qui joue un rôle, bien sûr, c'est la migration. Cela joue un rôle dans cette relation entre la Chine et le Maghreb. C'est une composante importante entre l'Union européenne aussi et le Maghreb. En ce qui concerne la perspective européenne, on a déjà dit il ne faudrait pas être obsédé par l'influence grandissante de la Chine dans la région du Maghreb. L'Union européenne doit avoir sa propre stratégie par rapport à ses voisins et plus particulièrement les pays du Maghreb. Et en même temps, l'Union européenne devrait rester vigilante en ce qui concerne la présence chinoise dans cette région et comment elle peut influencer sa propre stratégie, ses intérêts socio-économiques et ses intérêts politiques dans la région. En même temps, il serait aussi sage au niveau européen de s'engager avec la Chine dans certains domaines spécifiques en matière de coopération
Et on l'a déjà mentionné, par exemple, le domaine de la transition énergétique, du financement de la transition énergétique. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres points qui auraient pu être mentionnés dans cette conclusion. Je vais rester assez bref. Je vais rester là-dessus. Et je vous remercie encore tous. Merci aussi aux participants, à tout notre public. Cela a été très intéressant d'avoir cette discussion avec vous. C'est une discussion que l'on doit poursuivre parce que c'est un sujet qui est énorme et qui mérite une attention continue de notre part. Et je dirais que cela a été un très bon exercice de raisonnement, de réflexion sur ce sujet. Donc, merci à tous encore une fois et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci. Thank you. Merci.